Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous vous attendons. Vous pouvez manifester votre présence sur le chat. Bonjour Valentine. On va attendre 5 petites minutes le temps que tout le monde arrive, si vous voulez bien. Bonjour Marie-Pierre. On attend les participants au fil de l'eau. Alors, voilà, vous commencez à arriver. Voilà, merci de manifester votre présence. On attend encore 3 petites minutes jusqu'à 14h05, le temps que tout le monde arrive. Si vous le souhaitez d'ores et déjà, dans l'onglet en vertical, juste à côté du chat, vous avez un sous-onglet qui s'appelle « Des dossiers » et vous allez trouver d'ores et déjà énormément de documentation très intéressante que vous pouvez télécharger. Donc, je vous invite à le faire avant que nous commencions. Voilà, il est 14h02. Voilà, 2 petites minutes et on va démarrer. Merci Lise. Voilà, en espérant que ce webinaire vous apporte encore beaucoup d'informations très pratiques pour guider au mieux les salariés et les agents que vous accompagnez au quotidien. Alors, il est 14h03. On va bientôt démarrer. Je regarde le nombre de participants. Bon, eh bien, nous allons démarrer. Voilà. Donc, encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être encore en rendez-vous de ces webinaires qui semblent capter votre intérêt. On espère, avec Maître Alex Buchinger ici présent, Madame Fanny Faugeron-Kimry, qui est sophrologue, et Léa Marteau, élève avocat, pouvoir donc vous apporter le maximum d'informations très pertinentes, très pratico-pratiques sur cette thématique, les seniors, comment aider les aidants. Un sujet on ne peut plus d'actualité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Fanny de se présenter rapidement, puis à Maître Buchinger. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je suis effectivement sophrologue relaxologue et je reçois les particuliers en cabinet sur des problématiques de gestion du stress et de sommeil. Et c'est dans ce cadre que je reçois finalement de nombreux aidants qui arrivent en général à bout de souffle et que j'accompagne dans cette reprise en main de leur bien-être. Voilà. Et j'interviens aussi en entreprise sur ces thématiques-là. Merci beaucoup Fanny. Je laisse la parole à Maître Alex Buchinger, que pour la plupart d'entre vous connaissez, mais qui pour les nouveaux participants va se présenter. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Jean-Alex Buchinger, avocat au barreau de Paris. Je suis fondateur avec Maître Isabelle Rubin du cabinet Buchinger et Rubin. Et effectivement, nous sommes amenés à intervenir relativement fréquemment dans les problèmes concernant les adultes incapables, majeurs. Généralement, ce sont souvent des personnes âgées, mais on aura l'occasion d'en parler au cours de la réunion.
Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Et enfin, Léa, notre stagiaire de choc depuis quelques mois. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Léa, je suis élève avocate et j'ai la chance de pouvoir d'effectuer un stage auprès du cabinet Buchinger et Ruban. Merci beaucoup, Léa. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité avec la crise sanitaire et malheureusement la succession de décès, notamment dans les EHPAD. Ce contexte sociétal a mis en lumière la position, on va dire, des seniors, si on peut s'exprimer ainsi, et particulièrement donc fragilisée dans ce contexte Covid-19 et maintenant post-Covid, où pour beaucoup d'entre eux, en tout cas ceux résidant à domicile, ayant besoin d'aide au quotidien, ils ont été isolés de leur famille, parfois isolés même du personnel soignant, avec une crainte d'aller se faire soigner, d'aller voir leur médecin traitant ou même d'aller à l'hôpital pour leur pathologie habituelle. Vous avez aussi donc toute cette population en EHPAD qui, elle aussi, pour beaucoup, fait partie des majeurs protégés, des majeurs vulnérables et qui aussi ont été coupés de leur famille. Pour certains, sont décédés en masse, plongeant leur famille dans un très, très fort désarroi. Et donc, ce contexte met en lumière la difficulté aujourd'hui d'être aidant. Alors, qu'est-ce que c'est être un aidant? Eh bien, Léa va nous en parler tout de suite. Mais un aidant, aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes en France qui aident un proche dépendant ou malade au quotidien. C'est un rôle qui est difficile à assumer au quotidien parce qu'il est source de difficultés sanitaires, personnelles, professionnelles. Il exige de s'acquitter souvent de tâches quotidiennes comme le ménage, les courses, la toilette, les repas, mais parfois aussi de soins de santé, de prise de rendez-vous médicaux, de gérer des formalités administratives. À ça, il faut ajouter donc la gestion du placement dans un centre de soins ou dans une maison de retraite pour le moment venu. Et vous voyez toutes ces tâches qui font partie, on va dire, d'un système quotidien informel pour les aidants proches. Alors, les aidants sont souvent les enfants, ça peut être parfois aussi le conjoint, ça peut être parfois aussi un tiers nommé, on y reviendra avec Maître Alex Buchinger. Eh bien, toute cette gestion informelle est souvent formalisée à travers une procédure judiciaire. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez des procédures à la fois juridiques et vous avez des procédures judiciaires qui sont très connues, telles que la tutelle ou la curatelle. Et on reviendra sur leur pertinence, notamment dans ce contexte post-Covid. Il faut savoir que 8 aidants sur 10 reconnaissent éprouver des difficultés à concilier leur rôle, ce rôle-là avec leur travail. Donc ça, là, on touche, je pense, la difficulté des agents ou salariés qui viennent vous voir concernant une problématique par rapport à leurs parents plus âgés, parce qu'ils sont en même temps dans une posture où ils ont à gérer une famille pour beaucoup, parfois des problématiques familiales eux-mêmes, une séparation, un divorce, et en même temps, ils doivent prendre en charge leurs parents plus âgés, parfois donc formaliser cela à travers des procédures judiciaires. Leur santé empathie, d'où la présence aujourd'hui de Fanny, sophrologue, puisque beaucoup évoquent le stress, beaucoup disent dormir mal, éprouver de douleurs physiques, être habités par des sentiments de culpabilité et délaisser leur propre santé au profit du parent plus âgé qui a besoin de leurs soins. Donc, il faut savoir, pour ramener ce constat-là sociétal à une définition, on va dire, plus juridique, que ce statut d'aidant est encore trop peu connu et reconnu. Pourtant, il est encadré juridiquement et Léa va nous en parler, puisque seulement 40% des personnes, donc des personnes aidantes, ont entendu parler de ce statut et seulement 64% des aidants ignorent qu'ils le sont eux-mêmes. Donc, vous voyez, c'est vous dire à quel point ce statut, malheureusement pâtit d'une mauvaise communication alors que le cadre juridique est là. Alors, on va revenir à une définition simple. Qu'est-ce qu'un aidant familial? Et on va voir ce que la loi nous dit de cette définition-là. Donc, il s'agit de personnes venant en aide à une autre personne dépendante et ou handicapée, faisant partie de leur entourage proche ou choisi par la personne. Le travail d'aidant peut être effectué seul ou en complément du travail d'un professionnel de l'aide à domicile. On les connaît ô combien, et là aussi, ils et elles ont été en première ligne, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les aides soignants. Donc, pour préciser les contours de la notion d'aidant familial, je vais vous demander, Léa, de nous dire ce que la loi nous dit précisément
sur la notion d'aidant familial. Alors oui, bien sûr. Donc, au regard du droit, en France, l'aidant familial dispose d'un véritable statut juridique depuis quelques années. C'est la loi du 28 décembre 2015, donc c'est quand même encore assez récent. Donc la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui précise clairement que l'aidant est toute personne qui intervient de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de vie quotidienne dans la vie d'un proche dépendant. Au niveau européen, la charte européenne étoffe un petit peu cette définition tout en gardant les mêmes critères, puisqu'elle considère que l'aidant familial, donc c'est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour des activités de la vie quotidienne. Et cette aide peut être prodiguée de façon permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, que ce soit par rapport à des soins, l'accompagnement, à l'éducation et à la vie sociale, des démarches administratives, de la coordination, de la vigilance, un soutien psychologique ou encore des activités domestiques. Donc voilà ce que dit le droit, et au final, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, les critères sont les mêmes. Merci beaucoup Léa. Donc là, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a un cadre juridique qui, comme je viens de le dire aussi précédemment, est très souvent méconnu. Alors, avant de rentrer dans la répartition des droits et des obligations des aidants, je veux simplement faire un petit rappel au niveau des chiffres qui sont assez édifiants. Je vous les présente immédiatement. Alors, les aidants en chiffres, c'est qu'il faut voir que une petite majorité d'aidants, de seniors à domicile, sont principalement des femmes. 49% sont des retraités, mais 37% occupent un emploi, ce qui pose une particulière difficulté dans l'articulation de la vie professionnelle et de la vie privée. Donc, une très petite minorité sont au chômage, ou sont des femmes ou des hommes au foyer, ou sont inactifs. Il faut savoir que 3/4 des enfants aidants qui ne cohabitent pas avec la personne aidée ont le souci d'habiter à moins de 40 minutes du domicile du senior pour être le plus proche de lui en cas de besoin, ce qui occasionne là souvent parfois qui génère du stress dans le souci que ça génère, on va dire, au quotidien. Donc, à domicile, au niveau des actes de la vie quotidienne, vous avez plus de 3 millions de proches qui aident et effectuent donc des actes de la vie quotidienne pour leurs parents plus âgés. Donc ça, c'est à domicile, un peu plus de 600 000 en institution. Il y a aussi, c'est la même proportion, 3 millions qui disent apporter un soutien moral au quotidien à leurs proches, et un peu moins de 500 000 qui disent apporter une aide financière ou matérielle, et là aussi on y reviendra, sur les obligations alimentaires des descendants vers leurs ascendants. Alors, ce qui est intéressant là aussi de voir dans ce dernier schéma, c'est la répartition et les âges moyens des aidants selon leur lien avec le senior. Il faut savoir que plus de la moitié des aidants sont des enfants, en toute logique, plus d'1/4 des aidants sont des conjoints, et lorsqu'il s'agit d'enfants qui ne cohabitent pas au domicile du senior qui aurait besoin de leur soutien, eh bien, ces personnes-là ont à peu près 54 ans en moyenne. Alors, qui dit 54 ans, qui dit encore au travail, dans une vie professionnelle assez active, et donc qui génère, donc, comme on l'a dit, dans l'articulation vie personnelle, vie professionnelle, parfois de nombreuses difficultés. Alors, les conséquences sur la vie des aidants. 47% déclarent au moins une conséquence négative de l'aide apportée aux seniors sur leur santé physique ou sur leur santé morale. C'est une proportion encore plus élevée pour les conjoints qui cohabitent avec la personne qui a besoin d'aide, c'est 64%, et 45% pour les enfants qui cohabitent. Et là, on passe à un pourcentage extrêmement élevé. 73% des conjointes déclarent au moins une conséquence négative sur leur santé, contre 54% sur leur conjoint. Voilà. Donc, ces chiffres sont très intéressants. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent déjà qu'il y a une forte proportion de femmes. Ils disent aussi que cela génère un stress particulier. Ça, c'est une proportion qui est communément partagée.
Et ces chiffres mettent en avant le fait que les soins sont très diversifiés. Ça peut être à la fois une gestion administrative, ça peut être une aide financière, ça peut être simplement une présence ou un soutien moral, mais quelle que soit la manière dont cette aide se manifeste, elle est polymorphe, je dirais, elle a énormément de visages, elle génère un souci au quotidien pour les aidants. Alors, ces chiffres étant posés, on va aborder là maintenant, toujours avec Léa, les droits des aidants familiaux. Je rappelle la loi qu'a évoquée Léa, qui est la loi du 28 décembre 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement et qui a permis d'apporter donc un soutien aux aidants familiaux puisqu'elle a développé ce fameux statut juridique de l'aidant et a étendu ses droits et son rôle auprès de la personne dépendante et a pris en compte précisément cette difficulté que j'ai rappelée à plusieurs reprises, cette difficulté de concilier vie personnelle et activité professionnelle. Donc, grâce à cette loi, les aidants familiaux se sont vus attribuer un certain nombre de droits. Est-ce que Léa, vous pouvez nous énumérer les droits principaux afférents à cette loi de 2015 ? Alors oui, donc il faut savoir donc il y a des droits donc qui sont afférents donc à chaque aidant. Donc il y a par exemple un droit à la formation, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, les personnes qui sont en perte d'autonomie ont besoin de soins qu'elles ne peuvent pas donc s'auto-administrer. Et donc des formations certifiantes sont dispensées donc pour les proches aidants par des professionnels du secteur médical comme la Croix-Rouge ou la Protection civile. Donc ça c'est le droit à la formation. Il y a également un droit au répit qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Et ce droit permet aux aidants de prendre du temps pour eux, puisque ce droit se traduit par une aide d'environ 500 € par an destinée à payer la prise en charge de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit ou dans un hébergement temporaire. Il faut savoir également que les aidants ont droit à une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général. Ensuite, lorsque l'aidant est une personne salariée, il peut bénéficier de mesures spécifiques, notamment au regard des congés. Donc, il y a un droit au congé de solidarité familiale, et ce congé, il intervient lorsqu'un salarié décide d'accompagner un proche en fin de vie. Il y a également un droit au congé de soutien familial. Donc, ce congé-là permet à l'aidant de demander un congé sans solde pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Également, donc, le salarié qui reçoit un petit revenu pourra avoir un droit à une prime d'activité délivrée par la caisse d'allocation familiale. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans certains cas, et les conditions sont quand même assez strictes, les aidants qui aident leurs proches à titre non professionnel pourront obtenir le statut de salarié et donc également une rémunération. Ce statut salarial est accessible à condition que la personne accompagnée reçoive ou soit éligible à la PCH, c'est-à-dire la prestation compensatoire du handicap, ou de l'APA. C'est une allocation réservée aux personnes dépendantes de plus de 60 ans. Également, deuxième condition, il ne doit pas exister de lien marital ou de pacte civil entre le bénéficiaire et son aidant. Donc, il y a certaines exceptions lorsque la personne aidée est en situation de grande dépendance ou qui a un besoin d'aide permanent, mais normalement, au-delà de ces exceptions-là, la personne ne pourra pas être salariée. Par contre, lorsque les conditions que j'ai décrites, donc pour salarier un proche aidant, ne sont pas réunies, il y a une aide financière qui pourra être apportée à la personne aidante. Donc voilà les principaux droits dont peuvent bénéficier les aidants familiaux. Merci beaucoup Léa. Alors après avoir abordé les droits, et on voit qu'ils sont nombreux et encore une fois, ils sont malheureusement méconnus. Donc vous avez, je vous rappelle, là Léa vous les a exposés de manière synthétique, mais vous les avez donc dans des dossiers, vous avez un PDF qui les précise de manière très claire. Donc, c'est très intéressant de les investiguer si vous avez un salarié ou un agent qui vient vous voir et vous fait part de ces difficultés. Il y a, comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu, de nombreuses mesures, donc il ne faut absolument pas renoncer. Ces apports financiers au quotidien sont extrêmement précieux pour apporter une sorte de sérénité déjà sur le plan financier, mais pas que, comme on le voit, avec des possibilités de formation et aussi d'information pour les aidants. Donc, après avoir exploré les droits des aidants familiaux, on va essayer de bien aussi compartimenter les obligations et devoirs de l'aidant familial qui,
on va dire d'un point de vue éthique, sont sans fin. Effectivement, quand quelqu'un s'investit pour son parent plus âgé ou un conjoint pour sa conjointe, un conjoint pour son conjoint, évidemment, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Néanmoins, il faut savoir que ces droits sont accompagnés quand même de quelques obligations et c'est important de les rappeler, même si pour certaines, elles peuvent tomber sous le sens. La loi les rappelle et nous irons un peu plus loin sur le plan juridique et judiciaire après avec Maître Alex Buchinger pour comprendre pourquoi ces devoirs généraux sont appelés et les cas de figure où malheureusement les choses ne se passent pas, on va dire, exactement comme la logique des sentiments l'imposerait. Donc Léa, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point aussi donc, sur ces obligations? Alors oui, bien sûr. Donc il y a des obligations, des devoirs qui sont généraux et qui englobent tout ce qui concerne, on va dire, le savoir-vivre, puisque l'aidant doit être diligent, prévoyant, il doit être précis, mais il peut être aussi, donc il doit être attentif à une éventuelle maltraitance, car la maltraitance des aînés, c'est un sujet actuel et très préoccupant, donc il faut vraiment se soucier. Et il faut également savoir que les cas de maltraitance n'est pas seulement une maltraitance physique, cela peut être aussi du chantage, un délaissement, une dévalorisation ou des négligences passives. Donc, au-delà de ces obligations et devoirs généraux, il y a donc des obligations afférentes à la qualité de l'aidant, en fonction que l'aidant soit par exemple un époux ou une épouse ou même un enfant. Et donc là, on parle des obligations alimentaires. Les articles 205 et suivants du Code civil prévoient que les descendants ils ont l'obligation d'aider leur père et leur mère ou autres ascendants en ligne directe dans le besoin qui ne peuvent assurer seuls leur subsistance. Et les gendres et les belles-filles sont également tenus à cette obligation envers leurs beaux-parents et leurs belles-mères lorsqu'ils sont mariés. Il y a également donc l'article 212 du Code civil qui dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et le devoir de secours, c'est une forme d'obligation alimentaire. Donc l'obligation alimentaire, ça se traduit par une aide financière ou en nature qui varie en fonction des ressources et des charges de l'enfant et du parent ou des époux. Donc il faut entendre par alimentaire tout ce qui est nécessaire à la vie courante, que ce soit l'hébergement, la nourriture, les vêtements ou encore les soins médicaux. Voilà, donc les principales obligations des aidants. Et d'ailleurs, si je peux préciser, c'est qu'à côté de ces obligations, il faut savoir quand même qu'il y a des aides qui existent pour donc les personnes dépendantes, malades ou les personnes handicapées et qui peuvent alléger le travail et les dépenses de l'aidant. Il faut savoir donc par exemple par rapport aux soins, il y a des aides en soins qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Également, en fonction par exemple de l'étendue de la maladie ou du handicap de la personne accompagnée, l'aidant peut recourir à des auxiliaires de vie ou à des aides-soignantes pour l'aider quotidiennement dans ses tâches. Il y a également beaucoup d'aides financières, comme on avait pu parler tout à l'heure, mais également en fonction donc, du statut de chaque personne. Par exemple, l'APA, c'est une allocation réservée aux personnes dépendantes de plus de 60 ans. Donc, il faut vraiment se renseigner et ne pas passer à côté de toutes ces aides qui sont peu souvent connues, mais qui sont nombreuses. Merci beaucoup Léa pour toutes ces précisions extrêmement précieuses. Je vous le répète, vous les avez dans le petit onglet des dossiers. Alors, simplement, pour clôturer ce large panorama de l'arsenal législatif, du cadre qui est donné, du cadre juridique qui est donné au statut d'aidant, il y a des avancées actuelles sur la reconnaissance des aidants familiaux qui date de l'année dernière, donc 2019. Une loi favorisant la reconnaissance des proches aidants a été promulguée en mai 2019, qui vise à faciliter la vie professionnelle et personnelle, ainsi que le relais des professionnels médico-sociaux, comme vous l'a exposé Léa, notamment par cette mesure l'APA. Ce thème doit faire partie, ça c'est très, très important, des négociations collectives de branche. C'est-à-dire que cette problématique-là, qui vise énormément de personnes, voilà, comme on l'a énoncé sur le plan statistique, il s'agit beaucoup de gens qui sont encore dans la vie professionnelle, qui ont une cinquantaine d'années. Donc, cette facilitation
l'articulation de vie professionnelle et vie personnelle quand on est un aidant, elle doit faire partie des négociations collectives de branche. C'est-à-dire qu'on peut en parler à son employeur, on peut en parler aux ressources humaines, on peut demander un aménagement de son temps de travail quand on est un aidant. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nombre de clients qu'on voit passer au cabinet se sentent assez libres, on va dire, parce que malheureusement, ça touche un couple sur deux, de parler à leur direction des ressources humaines de la séparation, du divorce qu'ils sont en train de vivre et de dire, voilà, maintenant je vais avoir mes enfants en alternance, est-ce que je peux avoir un aménagement de mon temps de travail? Et étonnamment, ces personnes-là sont beaucoup plus frileux, discrets, pudiques, je dirais, à exposer les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs parents plus âgés et à demander un aménagement du temps de travail quand ils ont ce statut d'aidant qui, je le répète, est un statut juridique. Donc ça, c'est très important. Je vous répète ça, c'est qu'aujourd'hui, cette loi de mai 2019 intègre dans les conventions collectives cette obligation pour l'employeur de permettre à son salarié ou à l'agent d'articuler le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie personnelle lorsqu'il est un aidant. Il faut savoir qu'un congé du proche aidant financé par la sécurité sociale est rémunéré à peu près autour de 40 € par jour, sera aussi proposé par le ministère des Solidarités et de la Santé et son lancement est programmé en 2020. Ce congé visera à compenser le manque actuel de rémunération du congé de proche aidant et le sujet de la retraite des aidants devra aussi être débattu dans le cadre de la réforme des retraites avec l'objectif d'avancer sur des droits contributifs à la retraite des aidants. Alors vous doutez bien que crise sanitaire oblige et crise économique oblige aujourd'hui, et d'ailleurs la réforme des retraites a aussi été mise en stand-by, mais quand elle sera réactivée, eh bien, cette partie-là de la réforme de retraite sera aussi étudiée et donc c'est intéressant de voir quelles seront les suites qui seront données donc, sur ces sujets-là. Alors, maintenant qu'on a exposé de manière aussi précise, exhaustive que possible dans le temps imparti, les droits, les obligations des aidants, le statut juridique de l'aidant, là, ce qui est intéressant, c'est de savoir, en fait, au-delà de la définition juridique, au-delà des droits et des obligations, quel est le vécu de ces aidants. Comme on l'a dit en introduction, et ça, je ne vous apprends rien, je suppose que ce sont les messages, les voix qui vous sont relayées par les agents et salariés que vous accompagnez, mais effectivement, l'accompagnement, c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et parfois un fort sentiment de culpabilité qui traverse donc ces aidants familiaux, malgré toute l'énergie qu'ils mettent pour aider leurs parents plus âgés. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui qu'une sophrologue qui a l'habitude d'accompagner des aidants familiaux ou des personnes qui sont concernées, des seniors qui ont des problématiques de santé importantes, qui les accompagnent. J'ai voulu donc la présence de Fanny pour nous expliquer comment au quotidien ces personnes-là peuvent décompenser, décompresser. Et Fanny, vous m'aviez donné une image très parlante quand nous avons échangé, qui est celle du masque à oxygène. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, avec plaisir, Judith. C'est vrai que c'est une image que j'aime bien utiliser parce que quand vous prenez l'avion avec une personne plus fragile, un enfant par exemple, au moment des conditions de sécurité avant que le décollage, l'hôtesse de l'air vraiment vous invite à d'abord mettre votre masque à oxygène avant de mettre celui de votre enfant. Et pour moi, c'est vraiment très parlant par rapport aux aidants qui ont tendance en fait toujours à sous-estimer, à minimiser l'impact de leur qualité d'aidant. Comme le disait Judith, ils ne l'ont pas forcément toujours tous identifié complètement. Cet impact sur leur qualité de vie, sur leur santé, sur la fatigue que ça peut générer. Et en fait, ils viennent plutôt à un moment donné consulter pour vraiment des problématiques soit de sommeil, soit de stress, mais ne s'autorisent pas et ne trouvent pas forcément le temps, même si effectivement aujourd'hui le droit au répit est dans les textes, mais encore faut-il se l'autoriser. Et ça, c'est toujours quelque chose de très difficile. C'est pour ça que j'utilise cette image pour les inviter à prendre soin d'eux d'abord, pour pouvoir prendre soin de l'autre ensuite. Et ça va être vraiment important.
dans l'accompagnement et dans les pistes concrètes qu'on peut proposer aux aidants, de libérer notamment cette parole, cette expression sur ce qu'ils vivent, sur l'expression de leurs besoins, qu'ils ont tendance généralement à minimiser, à sous-estimer, à sous-évaluer. Voilà. Donc, c'est aussi leur permettre d'accueillir leurs émotions. Les émotions ne sont pas négatives, ce sont des moyens de comprendre ce que nous traversons, en fait, que ce soit de la colère, de la culpabilité, qui est ni plus ni moins une colère contre soi, quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur de quelque chose. C'est important de pouvoir les exprimer, les libérer pour ne pas avoir l'effet ensuite cocotte-minute de l'émotion qui, trop rentrée, va ensuite exploser. Leur permettre aussi des moments de relaxation, de récupération, des outils de gestion du stress. Alors, respiration et relaxation sont très intéressants, mais vraiment de récupération, de s'autoriser, j'insiste sur ce verbe, à des petits moments, des micro-coupures dans une journée, même 5 minutes pour reprendre une respiration, retrouver l'énergie suffisante pour prendre en charge leurs proches. Merci beaucoup, Fanny. Alors, est-ce qu'on pourrait explorer justement des pistes très concrètes dans la gestion du stress que peuvent traverser les aidants familiaux? Alors, est-ce que vous auriez envie de tester, de découvrir un exercice, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de découvrir? Oui? Je pense qu'unanimement, oui. Voilà. On a le Alors, temps un petit peu. Très rapide, que ce soit quand on est dans la gestion du stress ou la gestion une réaction qui va mettre en branle l'organisme et qui va créer généralement une accélération du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. Très difficile de prendre les bonnes décisions dans ces moments-là quand on est submergé par le stress ou l'émotion. Donc, une technique anti-stress par excellence qu'on va tester ensemble, c'est vraiment d'apprendre à ralentir sa respiration et à se relaxer en 5 minutes chrono. Donc, pour ça, je vais vous inviter à vous installer confortablement. J'imagine que vous êtes toutes et tous assis sur une chaise confortable. Je vous invite à avoir les 2 pieds bien à plat au sol. Vous pouvez fermer les yeux et écouter simplement ma voix. On va simplement prendre une inspiration par le nez, en laissant notre ventre se gonfler tout doucement, et une expiration très lente par la bouche. Vous soufflez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, le plus lentement possible. Encore une fois, vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre, un peu comme un ballon. Puis expiration douce, vous soufflez lentement par la bouche. Vous laissez partir dans le souffle les tensions, les préoccupations. Encore une fois, inspiration profonde. Puis expiration lente, le plus lentement possible. Vous ralentissez votre rythme respiratoire, vous ramenez votre corps au calme. Puis vous laissez la respiration se faire naturellement et vous détendez simplement votre visage, vos mâchoires, l'arrière de la tête et le cou. Voilà, vous prenez conscience de la détente qui s'installe dans le corps. Vous relâchez épaules, bras et mains. Prenez conscience de cette détente qui s'installe un peu plus profondément. Et vous relâchez le dos, la poitrine, le ventre. Vous accueillez la détente de tout le haut du corps. Et vous diffusez cette détente dans tout le bas de votre corps. Voilà, vous prenez quelques instants pour vous ressourcer. Récupérer, recharger vos batteries. Voilà.
Quand c'est bon pour vous, une grande inspiration. On s'étire, on baille et on peut ouvrir les yeux. Voilà, donc c'était express. Merci beaucoup Fanny pour cet exercice qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Et c'est vrai que pour vous, assistants sociaux, ça peut vraiment faire partie des clés que vous pouvez offrir aux agents et salariés que vous accompagnez, de gestion du stress, de baisse des émotions, parce que précisément sur le sujet des seniors, parfois voilà, qui ont des graves maladies, type Alzheimer ou qui sont en EHPAD, les émotions sont tellement disparates, comme je le dis, sont teintées parfois de tellement aussi de culpabilité, que tout ça peut générer beaucoup de tensions internes, sans compter, comme je le disais, toutes les problématiques liées à la vie professionnelle et la vie parfois en tant que parent à côté, parfois les propres problématiques familiales qu'on a. Tout ça fait que ça devient, comment dire, une sorte de petite bombe à retardement et qu'on peut parfois voilà, gérer en 5 minutes. Donc, merci beaucoup Fanny. On vous retrouvera à la fin du webinaire. Alors, pour continuer en fait sur cette phase particulière que nous traversons, qui est celle des décès en masse dans les EHPAD à cause du Covid, des seniors isolés comme je l'ai dit, aussi sans être alarmiste, mais avec cette deuxième vague de Covid qui est prévue par certains médecins pour l'automne, les familles aujourd'hui se posent légitimement la question de la protection à apporter à leurs parents, la protection juridique, j'entends cette fois-ci. Donc, j'aimerais maintenant aborder ce sujet avec Maître Alex Buchinger, avocat, qui traite donc de nombreux dossiers qui mettent en jeu la protection des majeurs vulnérables. Quelles sont les solutions juridiques et judiciaires? Ces solutions sont-elles adaptées? Sont-elles à éviter? Sont-elles même parfois dangereuses? On va faire ici le point, mais juste avant de laisser la parole à Maître Buchinger, je vais rappeler très brièvement les 3 principes qui dominent le droit de la protection des majeurs vulnérables. D'abord, rappelez rapidement qu'est-ce qu'un majeur vulnérable. Un majeur vulnérable, c'est une personne qui a atteint la majorité, qui est considérée juridiquement comme une personne en capacité a priori d'exercer seule tous les actes de la vie civile, mais qui cependant, à cause d'une maladie, d'un handicap, d'un accident ou de la vieillesse, ses facultés mentales, corporelles peuvent être altérées et le rendre incapable de défendre lui-même ses intérêts, de gérer ses biens ou ses affaires courantes. Donc, dans ces cas-là, le juge des tutelles peut parfois décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. Alors, cette personne peut faire partie du cercle familial, c'est l'idéal, et ça, Maître Alex Buchinger reviendra, ou alors il peut être nommé, ça peut être donc une personne externe. Donc, toutes ces différentes mesures, qu'elles soient internes à la famille ou externes à la famille, le principe, il est le même qu'en droit de la famille concernant les enfants. Elles doivent être mises en place exclusivement dans l'intérêt de la personne. C'est ce qu'il dit le magistrat. Dans ce cadre-là, 3 principes régissent l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Vous avez le principe de nécessité, c'est-à-dire que la mesure doit être indispensable et répondre à un véritable besoin de la personne. La subsidiarité, c'est-à-dire que d'autres dispositifs plus souples et moins privatifs de liberté ne peuvent pas s'appliquer. Et la proportionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une gradation, évidemment, entre la sauvegarde de justice, la tutelle, la curatelle, le mandat de protection future. Eh bien, tout ça, il faut vraiment que la mesure qui soit mise en place soit proportionnelle à la personne, soit adaptée à son degré, comme on dit en droit, d'altération de ses facultés et soit le moins contraignante possible, le moins restrictive en termes de ses droits et libertés. Est-ce que Léa, vous pouvez nous faire un bref rappel avant d'écouter Maître Alex Buchinger sur la pertinence de telle ou telle mesure, sur ces 6 mesures juridiques et judiciaires qui s'offrent à nous lorsque on souhaite encadrer juridiquement, judiciairement, la vie de la personne qui serait susceptible d'être vulnérable? Oui, bien sûr. Je vais quand même ne pas trop rentrer dans les détails puisqu'il y a une fiche dans les documents qui revient un peu sur tout. Mais donc la mesure, donc avec la protection la plus maximale, ça s'appelle la tutelle, parce que la personne sous tutelle est représentée de manière continue pour l'ensemble des actes de la vie civile. Elle ne peut effectuer seule que les petits actes de la vie quotidienne.
Les autres actes les plus importants nécessitent l'autorisation écrite du juge des tutelles. La tutelle est mise en place par le juge quand la personne n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts ou d'agir elle-même. Ensuite, avec un degré donc de contrainte un peu moindre, il y a la curatelle. Il s'agit d'une mesure d'assistance destinée à conseiller et assister le majeur pour accomplir certains actes graves, comme la vente d'un immeuble par exemple. Mais la personne protégée continue à passer seule les actes de la vie courante, à gérer ses comptes et à prendre seule les décisions concernant sa santé. Ensuite, il y a la sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes déterminés à l'avance dans la mesure, donc juste pour certains actes. Et donc, une sauvegarde de justice, ça va s'adresser principalement aux personnes qui ont besoin d'une protection simplement temporaire. Par exemple, une personne qui souffre temporairement d'une incapacité en raison d'une maladie ou suite à un accident. Ensuite, il y a deux formes d'habilitation. Il y a l'habilitation judiciaire pour représentation du conjoint et l'habilitation familiale. Ces deux habilitations reposent un peu sur le même principe, sauf que l'habilitation familiale, ça va être un proche de la famille qui va pouvoir passer des actes à la place de la personne protégée, alors que l'habilitation donc du conjoint s'exerce seulement entre deux conjoints. Enfin, il y a le mandat de protection future. Donc, il s'agit d'un contrat libre signé entre l'aidant et l'aidé qui indique à l'avance qui sera chargé de veiller sur la personne et ses intérêts quand elle ne sera plus en état de le faire seule. Donc, finalement, l'aidé choisit son mandataire préalablement. Donc, voilà pour un exposé assez rapide donc, des 6 mesures de protection judiciaire qui existent. Merci beaucoup Léa pour cet exposé. Je vais tout de suite donner la parole à Maître Alex Buchinger. Alors, si vous aviez la possibilité de nous donner, on va dire, quelques cas pratiques, quelques dossiers types que vous avez pu avoir et nous exposer aussi pertinemment et brièvement possible, parce qu'il nous reste un quart d'heure, la pertinence ou la non-pertinence, ou même parfois le danger de tel ou tel type de mesure. Alors, ce qui serait intéressant, c'est surtout d'avoir un éclairage sur la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice, parce que ce sont les mesures dont on entend le plus parler. Et si vous pouvez aussi nous donner un éclairage sur les obligations alimentaires, c'est une question qui a été beaucoup posée dans le chat. Jusqu'à quel point est-on débiteur d'une obligation à l'égard de son parent, surtout d'un parent qui a été négligent, qui vous a abandonné ou n'a pas pourvu à vos besoins? Je vous laisse la parole. Alors, je vais commencer par ce point, pour ne pas l'oublier. Effectivement, les enfants ont une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents. Et ça va beaucoup plus loin. Cette obligation, elle s'étend aux gendres, aux belles-filles et même aux petits-enfants. Alors, souvent, la personne âgée se retrouve en maison de retraite ou en EHPAD et le conseil régional qui avance les frais afférents, si vous voulez, à cette entrée en maison de retraite ou en EHPAD, se retrouve les belles-filles et les petits-enfants. Alors, ou spontanément, ils acceptent de contribuer en fonction de leur capacité, ou bien ils sont attraits devant le juge aux affaires familiales, et c'est le juge aux affaires familiales du lieu où se trouve la personne protégée qui fixe les pensions alimentaires respectives en fonction des revenus et des ressources de chacun. Mais c'est souvent quelque chose de très traumatisant pour les familles, parce qu'il arrive, comme je le disais à l'instant, que les parents aient totalement abandonné leurs enfants et que les enfants aient tout de même cette obligation. Alors elle pourra être atténuée, mais elle ne pourrait pas être annulée. Et vous avez les gendres, les belles-filles, qui sont totalement révoltées, bien souvent, de devoir contribuer à l'entretien de leur belle-mère, de notre beau-père, avec lesquels elles n'ont pas toujours de bons rapports. Pareil pour les petits-enfants, qui sont souvent très éloignés de leur grand-père et de leur grand-mère, et qui se voient obligés de contribuer à leur entretien. Donc c'est source de conflits, source de procédures très fréquentes. Maintenant, le juge des tutelles. Le juge des tutelles, effectivement, il intervient lorsque une personne, âgée ou moins âgée, se trouve en état d'incapacité juridique. Alors, bien entendu, le juge des tutelles est dans la possibilité de décider de la capacité ou de l'incapacité. Les choses se passent en pratique de la façon suivante. La personne qui veut
enclencher cette mesure, elle est obligée de faire appel à un médecin psychiatre inscrit sur la liste du tribunal d'instance concernée. Ce médecin examine la personne âgée, établit un certificat médical, circonstancié. Ce certificat médical est mis sous enveloppe cachetée et adressé au juge des tutelles. Et bien entendu, le juge optera soit pour la curatelle, soit pour la curatelle renforcée, soit pour la tutelle, en fonction du certificat médical, bien entendu. Les experts, ce sont eux qui viennent éclairer les juges n'ont pas la science infuse. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est, on a beaucoup parlé des aidants et du droit des aidants, c'est que lorsqu'effectivement il est question de placer un adulte sous protection de justice, eh bien il y a des conflits qui naissent. Les aidants sont souvent très présents, mais vous avez des enfants qui sont moins aidants et qui sont très procéduriers. Et on se retrouve dans le juge des tutelles à se bagarrer, à faire obstruction, non pas parce qu'on recherche l'intérêt du parent, mais tout simplement parce qu'on veut régler les comptes entre frères et sœurs. Et là, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'au lieu que ce soit un proche qui soit désigné comme curateur ou comme tuteur, c'est une personne étrangère, souvent un mandataire de justice, un professionnel qui, bien entendu, est rémunéré et qui, dans la plupart des cas, n'est pas très intéressé par la situation de la personne qu'il est censé protéger. Et on assiste de façon extrêmement fréquente à des situations dramatiques de personnes placées sous curatelle renforcée, sous curatelle, sous tutelle, qui souffrent de la mauvaise relation avec le mandataire de justice. C'est source de conflits bien souvent. Ces personnes gèrent beaucoup de situations et le facteur humain, il est un peu absent de leur mission. Et on voit donc des adultes en grande souffrance, des gens qui ont toute leur tête, mais que l'on place sous curatelle renforcée, parfois même sous tutelle, parce qu'on veut les contraindre à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire, à savoir vendre des biens immobiliers, que sais-je. C'est donc une situation qu'on rencontre souvent au sein de notre cabinet, des gens sous curatelle, sous tutelle, ou des aidants confrontés à des frères et sœurs malveillants. C'est source de nombreuses procédures, source de nombreux conflits. Alors, la solution optimale, c'est lorsque vous avez un conjoint ou un enfant aidant qui est vraiment, on ne peut mieux disposer vis-à-vis de son parent ou de son conjoint, là, effectivement, ça pose pas de problème. On ne voit que l'intérêt de la personne à protéger. Mais lorsqu'il y a conflit, c'est vrai que le placement sous curatelle renforcée, sous tutelle, ce n'est pas la meilleure des solutions pour les raisons que je viens d'évoquer brièvement et qui mériteraient de très longs développements. Merci beaucoup, Maître Buchinger. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un cas d'un dossier, je pense à un dossier récurrent au sein du cabinet qui serait très symptomatique de ce que vous venez de décrire. Simplement, juste avant que vous démarriez, Fanny et Léa, vous avez bien enlevé votre petit micro? Oui, c'est bon? D'accord, ok, très bien. Voilà, je vous laisse la parole, Maître Buchinger. Voilà, alors je vais vous parler d'un cas très parlant d'une dame qui est aujourd'hui âgée de 87 ans, qui se bat depuis maintenant 8 ans pour sortir de la situation d'incapable majeur dans laquelle sa fille l'a placée. C'est une dame qui a toute sa tête, qui a une mémoire parfaite, qui a un jugement tout à fait clair. Elle n'est pas du tout, si vous voulez, en état de démence. Simplement, elle a eu des problèmes tels que le syndrome de Diogène, qui consiste à accumuler des choses et à remplir son appartement, comme on le rencontre parfois. Mais à part ça, c'est quelqu'un qui ne relève absolument pas de la tutelle. Or, comme sa fille ne lui parle plus depuis 15 ans, c'est une mandataire de justice qui a été désignée. Et cette mandataire de justice, elle lui a rendu la vie amère. Lui a rendu la vie amère en ce sens que, après qu'elle ait été hospitalisée pour un problème orthopédique, elle l'a mis dans un mouroir, il a fallu se battre pour la sortir du mouroir, elle a été placée dans un autre hôpital, elle y est restée pendant plus d'1 an et demi,
alors qu'elle n'avait plus besoin d'aucun soin, à telle enseigne que la sécurité sociale ne voulait plus assurer les remboursements de l'hospitalisation et que 9 000 ou 12 000 euros étaient prélevés chaque mois. C'est une dame qui disposait de moyens importants, uniquement pour la maintenir là-dedans. Il a fallu se battre pour l'en sortir. Ça a été vraiment un combat extrêmement difficile parce que cette mandataire est très très mal disposée. Elle a pu rentrer chez elle. Elle a un très très bel appartement dans le 16e arrondissement de Paris. On lui a mis des aides ménagères, ce qui est une bonne chose pour elle. Et je dois dire que a posteriori, si elle était restée à l'endroit où on l'avait placée pendant 1 an et demi, elle serait peut-être plus là aujourd'hui. Ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle a pu rentrer chez elle, mais cette mesure de tutelle ne se justifie pas. Simplement, comme c'est une dame qui a toute sa tête et qui sait gérer ses affaires, elle s'est opposée à la liquidation de la succession de ses parents que la mandataire voulait lui imposer. Et le meilleur moyen pour l'y contraindre, c'était de la faire passer de la curatelle à la tutelle. Et donc, le juge des tutelles a rendu un jugement de tutelle totalement injustifié, uniquement pour lui tordre le bras, pour lui forcer la main et faire en sorte que la succession de sa mère puisse être liquidée, que la mandataire puisse vendre plusieurs appartements dans Paris et que effectivement elle puisse être totalement bâillonnée, muselée et ne plus avoir son mot à dire. Voilà un exemple qui nous a beaucoup marqué. On en a connu d'autres. Hein. Je pourrais vous en donner comme ça une bonne vingtaine au cours de ma carrière, où des gens tout à fait sensés, qui avaient toute leur tête, ont été broyés par la machine judiciaire dans des conditions différentes, mais un peu analogues à celles que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger. Juste peut-être en mot de conclusion, si je comprends bien votre propos, vous découragez, sauf peut-être cas extrême, les familles à saisir le juge des tutelles pour mettre en place une tutelle ou une curatelle, ou est-ce que j'exagère un petit peu dans mes propos? Non, pas du tout. Je déconseille formellement lorsque ce n'est pas véritablement nécessaire. Lorsqu'une personne est en état de démence, lorsqu'une personne a vraiment une incapacité manifeste, effectivement, c'est la moins mauvaise solution. On ne peut pas l'éviter, on ne peut pas en faire l'économie. Par contre, lorsque ce n'est pas véritablement nécessaire, comme dans le cas dont je viens de vous évoquer, mais que c'est un règlement de compte entre fille et mère, parce qu'elles ont beaucoup de choses à se reprocher mutuellement, c'est véritablement désastreux. Désastreux, et on voit ça souvent avec les mandataires de justice, moins avec les associations telles que l'UDAF, mais l'UDAF s'occupe plutôt des gens défavorisés. Bon, mais lorsqu'il est possible d'éviter d'avoir recours au juge des tutelles, mon conseil, c'est effectivement, dans la mesure du possible, de tout faire pour que la personne ne soit pas placée sous curatelle renforcée, sous tutelle, à partir du moment où elle peut être aidée, comme vous le dites si bien, par un aidant ou une aidante, qui l'aide à remplir ses déclarations d'impôts, qui l'aide dans la vie courante, sans que l'on prive cette personne de ses droits, parce que souvent, pour ces personnes-là qui ont toute leur tête, c'est un véritable déchirement. C'est affreux pour elles de se rendre compte qu'elles n'ont plus, elles ne disposent plus de leurs droits, parfois elles ne peuvent même plus aller voter. C'est terrible pour les gens qui ont toute leur tête, qui ont toute leur conscience. Donc le conseil à donner, quand on peut éviter, il faut tout faire pour éviter cette mesure. Quand c'est indispensable, il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup, Maître Buchinger. Une toute petite question qui me semble extrêmement intéressante de la part de Claudine, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer là de vive voix. Elle pose la question suivante: comment un juge des tutelles, et d'ailleurs est-ce que c'est possible, est-ce que vous l'avez déjà vu dans votre carrière, un juge des tutelles qui donnerait un avis favorable à une tutelle ou à une curatelle, alors que l'état de la personne ne le justifierait pas, ou que l'avis du médecin psychiatre serait négatif, n'irait pas dans ce sens-là? Est-ce que vous avez déjà eu des cas de ce type? Alors, le problème, c'est que effectivement, le juge des tutelles est amené à désigner au cours de la procédure des médecins et parfois même des collèges de médecins psychiatres. Et on tombe parfois sur de véritables ordures, pardonnez-moi de l'expression. J'en ai un en tête que j'ai vu un certain nombre de fois sévir,
qui a véritablement un mépris incroyable vis-à-vis des personnes âgées et qui systématiquement conclut à la tutelle. Donc, le juge ne prendra jamais de mesure de sa propre initiative, il la prendra en fonction de ce que diront ou de ce que dira le médecin psychiatre. Et souvent, il y a une connivence entre la mandataire de justice ou le mandataire de justice et ces médecins qu'elles sont amenées à rencontrer souvent. Et dans le cas que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, eh bien, la mandataire de justice, elle a fait pression sur le médecin psychiatre, puis sur le collège de médecins qui était 3, pour qu'il conclue à la tutelle. Alors que cette dame, de toute évidence, relève au plus de la curatelle simple, mais en aucun cas ni de la curatelle renforcée, ni de la tutelle. Donc, le juge ne prendra jamais de décision qui irait à l'encontre du certificat du médecin qu'il a désigné, mais par contre, il y a des pressions qui sont exercées, notamment par les mandataires, qui font que ces médecins psychiatres ne sont pas toujours d'une objectivité totale. Merci beaucoup, Maître Alex Buchinger, pour ce constat, on va dire, sans appel. Comme vous l'entendez, vous voyez, nous ne prêchons pas vraiment pour notre chapelle en tant qu'avocat. On ne vous pousse pas à la procédure, surtout en cette matière-là. Comme l'a dit Maître Alex Buchinger, ces procédures, elles sont nécessaires, elles sont légitimes vraiment quand les situations sont absolument irrémédiables. Et au mieux, il faut qu'elles soient concertées. Et au mieux, il faut qu'il y ait un conseil de famille, comme on dit souvent en matière de tutelle ou curatelle, que la tutelle soit donnée à un membre de la famille plutôt qu'à un membre extérieur, parce qu'en général, ça ne se passe pas très bien. Et ce sentiment, on va dire, oui, je n'exagère pas, d'humiliation, d'être privé de ses droits, libertés fondamentales, comme l'a exprimé Buchinger, notamment en étant par exemple privé de son droit de vote, c'est extrêmement douloureux et on ne souhaite à personne de terminer ses jours sur un constat d'affaiblissement, on va dire, de ses droits. Donc, il faut être extrêmement, extrêmement précautionneux et ne pas, parce qu'on est stressé, sous pression, etc., prendre des mesures trop rapides, radicales, faire des demandes en justice, voilà, qui peuvent avoir des conséquences très difficiles. Il faut savoir que revenir sur une tutelle ou une curatelle, c'est vraiment une guerre à mener contre la machine judiciaire. C'est très difficile, donc il vaut mieux autant que faire se peut, ne pas y mettre un petit doigt et organiser cela avec des mesures beaucoup plus soft, comme l'a exposé Léa, si je puis m'exprimer ainsi, notamment l'habilitation judiciaire, la sauvegarde de justice, le mandat de protection future, qui offrent une grande souplesse et qui sont soumis au contrôle de l'avocat qui a aidé les familles à rédiger. Donc ça, voilà, vous pourrez trouver toutes ces informations-là dans l'onglet des dossiers. Et ça, ce sont vraiment des mesures qui, je dirais, comme une sorte d'acte amiable qui organise la vie de la personne en cohérence avec les possibilités de ses enfants. Par exemple, s'il y a un enfant qui est un de ses enfants qui est plus pertinent pour gérer son patrimoine, ben il y a un enfant qui va gérer le patrimoine, l'autre enfant va gérer par exemple tout ce qui a à faire à la santé. Donc vous voyez, ça oblige, on va dire, la famille à être un petit peu actrice de manière positivement, s'entend, de la santé, de la vie de son parent plus âgé. Donc voilà, il faut absolument privilégier autant que faire se peut les mesures moins privatives de liberté. Pour clôturer ce webinaire, je vais laisser la parole à Fanny et lui poser cette question-là, encore une fois, accolée à l'actualité, c'est comment est-ce qu'on fait pour échapper, quand on a un aidant familial, une forme de culpabilité. Donc, comme je l'ai dit, sentiment très partagé parmi les aidants, surtout dans ce contexte-là de crise post-sanitaire, on n'a pas pu être proche de ses parents, ou parfois on a eu la sensation de les laisser mourir sans pouvoir les approcher. Et malheureusement, ça a été une réalité pour beaucoup de familles. Comment est-ce que la sophrologie peut aider, peut apporter quelques clés pour abaisser, on va dire, ces atermoiements en termes de conscience? Vous m'entendez? On vous entend.
Très bien. Oui, alors sur cette question de la culpabilité, déjà, elle peut prendre plusieurs formes. Je crois que c'est important de le rappeler, puisque c'est parfois l'impression, effectivement, de ne pas être à la hauteur d'une situation, de ne pas en faire assez, puisque les aidants s'en demandent beaucoup, ou de ne pas avoir pu faire quelque chose, ou d'avoir fait le mauvais choix, parfois. Alors, pour échapper à cette culpabilité, c'est vrai qu'on propose deux types de solutions, en fait. La première, finalement, ça va être de sortir de la pensée, hein, de sortir de la pensée, de l'émotion, parce que c'est la pensée, je ne suis pas à la hauteur, qui va générer l'émotion, et d'aller vers l'action, en fait. Hein, c'est une des premières pistes de sortie. Je vous donne un exemple très spécifique, en lien notamment avec ce qui s'est passé ces derniers temps avec le confinement, et une consultante que je recevais et qui, en fait, était très en difficulté parce qu'elle ne pouvait pas rendre visite à sa maman. Plutôt que d'être dans cette culpabilité, ce regret, en fait, elle s'est positionnée vraiment dans l'action. Elle a obtenu auprès de l'EHPAD la possibilité de déposer, alors elle est professionnelle de santé, donc elle avait fait tout un protocole, hein, de déposer en fait un repas spécifique qu'elle faisait chaque soir pour sa maman hospitalisée. Et c'était son moyen à elle de communiquer, de transférer de l'amour à son proche dans l'action, ce qui a permis en fait de réduire considérablement la sensation de stress et de culpabilité qu'elle pouvait ressentir à ne pas aller lui rendre visite. Une autre possibilité, quand on est sur cette notion de culpabilité, peut-être on peut le présenter sous forme de diaporama, Judith, puisque c'est un exercice en fait que vous pouvez inviter l'aidant à réaliser, ou que l'aidant peut réaliser pour lui-même, c'est de passer en fait sa culpabilité sous forme d'une réévaluation. D'abord, identifier la situation qui va générer l'émotion. Si on reprend cette période un peu particulière que nous sommes encore en train de traverser, une personne qui n'avait pas pu aller voir son père 2 jours avant l'annonce du confinement s'est trouvée dans une situation vraiment de culpabilité intense, s'en voulant beaucoup, puisqu'il s'est dit vraiment qu'il avait fait le mauvais choix, qu'il regrettait, qu'il s'en voulait. Lui demander d'identifier la pensée automatique qui se met en place à ce moment-là. Et souvent, cette pensée-là va être du type « c'est ma faute, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, et puis je fais rien comme il faut ». Il y a une forme de dévalorisation. Et si à ce moment-là, on demande à la personne d'identifier son émotion, là, elle va identifier cette culpabilité, on va lui demander aussi de l'évaluer sur une échelle d'intensité de 1 à 10, 10 étant une intensité maximale. Une fois qu'on a pu identifier ça, ce qui est intéressant, c'est d'aider l'aidant à aller à la recherche des preuves que sa pensée automatique n'est pas fondée. Si on échange avec cette personne-là, on se rend compte la plupart du temps que c'est quelqu'un qui accompagne et soigne. Là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, la personne prend soin de son père depuis des années, malgré des difficultés de distance du domicile au lieu de vie. Donc, il y a un investissement très important. Et surtout, la personne ne pouvait absolument pas prévoir cette situation. C'est une situation inédite. Elle n'avait pas les informations à ce moment-là pour anticiper. C'est la première fois que ça arrive. Donc, le fait de pouvoir vraiment éclairer en fait l'aidant à sortir de cette pensée automatique, ça va lui permettre ensuite de reformuler une pensée plus objective, une pensée alternative qui est beaucoup plus adaptée à la situation et qui va lui permettre en fait de canaliser cette énergie de l'émotion négative vers une action positive. Et là, dans la transformation, on est sur « je suis content qu'il aille bien », il avait eu des nouvelles et la personne allait bien. Bien sûr, c'est une première fois qu'une situation pareille se produit. Il ne pouvait pas prévoir et il a eu l'information qu'il allait pouvoir bientôt de nouveau lui rendre visite. Donc, à ce moment-là, on peut réévaluer l'émotion et son intensité. Elle va chuter et on peut constater à ce moment-là un apaisement. Alors, cet exercice de réévaluation, on peut le faire soi-même. Il est intéressant notamment de le faire après un exercice de respiration, par exemple, quand on a ramené le corps déjà à quelque chose de plus apaisé, s'il y a montée de stress.
Pareil pour une situation très stressante. C'est intéressant de l'évaluer avec un filtre de 3 questions. Et on peut le faire en auto-évaluation comme on peut aider la personne à y réfléchir dans un échange. C'est d'abord évaluer la situation stressante, l'envisager finalement comme quelque chose à relever, un défi. Mettre la personne et l'inviter à raisonner par rapport à cette problématique plutôt de façon factuelle, en termes d'organisation, en termes de moyens. Ça va tout de suite la mettre dans une attitude plus proactive qui a vraiment un impact sur le stress, le fait diminuer. Ensuite, c'est d'inviter la personne à évaluer ses propres ressources, à faire face à une situation. Et là, on peut aider la personne à aller chercher dans son expérience les situations qu'elle a déjà dépassées émotionnellement. Pas forcément identiques, mais pourquoi pas similaires. La renvoyer vraiment à un vécu qui va lui permettre de retrouver confiance, qui va lui permettre de retrouver capacité à faire face à une situation. Et puis enfin, le troisième filtre très important, c'est de pouvoir aussi aller vers l'extérieur face à une situation. Est-ce que la personne peut justement demander une aide, trouver une information importante sur les soutiens qui existent pour les aidants, s'appuyer sur un proche, un autre membre de la famille, etc., etc. Et là aussi, on l'amène à aller dans une action qui va diminuer fortement et le stress et la culpabilité. Merci beaucoup, Fanny, pour ces axes extrêmement intéressants. Alors, vous voyez, dans le cadre de ces webinaires, nous avons à cœur de vous donner des chemins, des grilles de lecture assez nettes pour pouvoir orienter au mieux les agents et les salariés que vous rencontrez. Et donc, la thématique du jour, c'était aider les aidants. Donc, je vous fais un très court récap puisque nous avons dépassé de presque 6 minutes ce webinaire. Très important à savoir, il existe un statut juridique, il existe énormément de mesures qui peuvent alléger l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, donc avec cette problématique des aidants, des agents ou salariés que vous rencontrez. À ces possibilités-là, vous avez tout l'arsenal juridique et judiciaire avec 3 mesures qui sont légères, la sauvegarde de justice, l'habilitation familiale, l'habilitation judiciaire. Et vous avez 3 mesures qui sont beaucoup plus fortes, qui sont la curatelle simple, la curatelle renforcée, la tutelle. Et donc, effectivement, il faut, comme vous l'avez bien compris dans les termes de Maître Buchinger, privilégier les mesures les plus souples. À cela, nous avons voulu apporter un éclairage éminemment humain. Et donc, nous avons donné la parole à Fanny, qui vous a donné aujourd'hui des moyens de pouvoir déjà, de permettre peut-être aux agents salariés que vous recevrez, même par visioconférence, de leur permettre d'abaisser la tension, de remettre les choses à leur place, de mener un entretien, de décortiquer l'essentiel de l'accessoire, puis, donc, dans un second temps, tenter d'arriver à une conclusion, dire voilà, vers où, dans quel chemin dois-je aller, est-ce un chemin juridique, est-ce un chemin judiciaire, quelles mesures est-ce que je dois prendre. Donc, tout ça, vous voyez, c'est un processus que nous vous invitons à mener avec les agents ou salariés que vous rencontrez. Le cabinet Buchinger-Rubin est, encore une fois, à votre disposition dans le cadre de visioconférences. Les consultations juridiques gratuites continuent. On les fait par téléphone, on les fait par Zoom, par WhatsApp, par Skype, ce qui peut arranger les personnes que vous avez la gentillesse de nous inviter qui peuvent nous contacter pour ces problématiques-là, pour d'autres problématiques de droit de manière générale. Mais en tout cas, pour ces problématiques spécifiques liées aux mesures concernant les majeurs protégés, c'est extrêmement important de prendre des informations auprès d'un avocat et de ne pas amorcer des procédures qui sont malheureusement parfois irréversibles. Je vous souhaite une excellente après-midi. Comme je m'y suis engagée dans les précédents webinaires, vous aurez très bientôt sur le site du cabinet, dans l'onglet Ressources Open Access, un PowerPoint
exceptionnel que nous sommes en train de vous préparer avec Léa. Qui, dans un seul document, vous aurez une vingtaine de documents qui vous permettra donc de mener à bien tous vos rendez-vous sur ce sujet-là particulier d'aider les aidants. Nous restons à votre disposition pour toute question. Si vous voulez joindre Madame Fanny Faugeron-Kimry, vous avez ses coordonnées à la fin de son PowerPoint, mais tout ça vous sera transmis de toute façon, comme je vous l'ai dit, à travers notre site internet. Il est 15h10. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Donc, pour de nouveaux webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire. Le cycle continue jusqu'à la mi-juillet. À très bientôt. Au revoir.